Mesdames et messieurs, vous faites bien de rallier d'une télévision pour vous informer dans l'actualité de ce jour. Première réunion à Cotonou des partenaires techniques au développement du secteur de la santé pour le compte de l'année 2018. Une assise au cours de laquelle les participants se sont préoccupés des vraies questions du développement du secteur. Le compte rendu, c'est bien dans un instant. Atelier de lancement ce vendredi du projet de gestion intégrale de la zone marine et côtière du Bénin. Il s'agit pour les cadres du ministère de l'Environnement et du cadre de vie et les partenaires techniques et financiers de trouver des solutions adéquates pour une protection durable de l'écosystème béninois. Et puis nous reviendrons en fin d'édition bien sûr sur les circonstances du dernier hommage rendu à la dépouille de Donatien Baguidi, précédemment journaliste culturel et chef desk culture du journal L'événement précis. C'était ce jeudi à Cotonou. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Eden Télévision. Eh bien, je l'ai annoncé en titre, la première réunion des partenaires techniques au développement du secteur de la santé au titre de l'année 2018 s'est tenue ce vendredi 7 septembre 2018 à la salle de conférence du ministère. Cette assise, qui est la première pour le ministre Benjamin Nkouati, a permis aux participants de se pencher sur les préoccupations du 17h pour le bonheur du peuple béninois. Reportage Aristide Setti et Denis Maroya. Les centres de santé publics ont de beaux jours devant eux. Les partenaires techniques et financiers PTF au développement de la santé ont annoncé plusieurs projets au cours de cette première réunion au titre de l'année 2018 qui s'est déroulée à la salle de conférence du dit ministère. Après la réunion de 2017, ces partenaires techniques et financiers ont décidé de se revoir à nouveau pour faire le point de la collaboration avec le ministère. Le ministère, comme ses partenaires techniques et financiers, déplore souvent l'insuffisance de coordination et si on écoute séparément les deux parties, chacun pense tenir le fil de la vérité et pense que c'est l'autre qui doit faire plus d'efforts. Nous aurons l'occasion de commencer à discuter des différentes facettes du problème de la coordination, y compris les manquements du fait des partenaires qui apportent de l'eau au moulin de l'incoordination, comme tout autant le manque de leadership de la partie gouvernementale empêche parfois le décollage des initiatives de coordination. Dans son discours, Dr Benjamin Nkouati, ouvrant la présente assise, a rappelé la vision et les stratégies du gouvernement. Il a présenté également les chantiers ouverts par son ministère en vue de donner un visage au centre de santé publique. Comme vous l'aurez noté, depuis ma prise de fonction, plusieurs chantiers sont ouverts en vue de donner un nouveau visage au secteur santé. Au nombre des engagements et des résultats obtenus en quelques mois, il y a le plan national de développement sanitaire 2018-2022, le plan de décentralisation et de déconcentration du ministère de la Santé, les décisions de réglementation de l'exercice en clientèle privée des professionnels de santé du secteur public, la poursuite des actions phares du programme d'action du gouvernement dans le secteur santé, l'inauguration de l'hôpital de zone d'Alada, la mise à disposition d'importants lots d'équipements médicaux au profit des hôpitaux, pour ne citer que ceux-là. Le numéro 1 du département de la santé publique au Bénin n'a pas manqué d'annoncer les différents chantiers en cours, tout en sollicitant l'appui des partenaires techniques et financiers. D'autres chantiers sont en cours ou à venir, comme l'adoption d'une loi de réforme de la santé, la révision de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère pour sa mise en cohérence avec les réformes, l'intégration des services à travers la création de l'Agence des soins de santé primaires, l'assainissement de la gouvernance du secteur, la poursuite de l'amélioration des conditions d'emploi des agents de l'État, le développement du partenariat avec le secteur privé. Pour le ministre Benjamin Nkouati, l'agenda de la réunion est riche en thèmes. Raison pour laquelle il a souhaité l'action coordonnée des participants pour l'atteinte des objectifs prévus dans le cadre de la réunion.
Cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier de lancement du projet de gestion intégrale de la zone marine et côtière du Bénin ce vendredi 7 septembre dans un hôtel de Cotonou. Une assise qui a réuni les cadres à divers niveaux du ministère de l'Environnement et du cadre de vie et les partenaires techniques et financiers. Des acteurs qui auront à réfléchir afin donc de trouver des solutions adéquates en vue de la protection de l'écosystème du Bénin. Carole Laye, Fiacre Voitan. Protéger et sauvegarder les écosystèmes marins et côtiers à travers des actions concrètes, c'est à cela que se résume l'ultime objectif du projet de gestion intégrée de la zone marine et côtière du Bénin. Une initiative qui émane des assises de la Convention d'Abidjan. L'idée est partie d'un constat que l'espace maritime aujourd'hui ne peut pas continuer à être une zone de conflit, parce que simplement il y a des activités pétrolières et gazières, que la conservation de la biodiversité ne peut pas s'y opérer, ou alors que la pêche ne peut pas s'y opérer, ou alors simplement que le trafic maritime ne peut pas s'y opérer. Donc l'idée, c'est d'arriver justement à un schéma harmonisé de la redistribution de l'espace marin côtier de façon à débloquer le potentiel économique du Bénin. Financé par le ministère fédéral de l'Environnement de l'Allemagne et mise en œuvre par Grid Arendal et le secrétariat de la Convention d'Abidjan, ce projet vient renforcer les nombreuses actions du gouvernement de la rupture dans le domaine de la protection de l'environnement. Donc, prenant la mesure de la situation, notre gouvernement a fait de la question de la protection de l'océan une priorité à travers le troisième pilier de son programme d'action. Et de nombreuses mesures sont prises, à savoir organisation des activités de sécurisation et de nettoyage permanent de nos plages, élaboration du plan d'aménagement opérationnel résilient de la banque côtière, l'adoption de la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation des sachets plastiques en République du Bénin et la loi relative à la protection, à l'aménagement et à la mise en valeur de la zone littorale votée en avril 2018. Cette cérémonie est donc importante à plus d'un titre puisque de sa réussite dépend la mise en œuvre effective du dit projet. Nous améliorerons la compréhension des écosystèmes marins et côtiers du pays, des biens qu'ils fournissent à la population et surtout de la façon d'attribuer l'espace pour accroître les avantages autant que possible. Les objectifs importants sont les développements économiques et sociaux à long terme, la sécurité alimentaire, mais aussi le maintien des identités culturelles. Le montant global de ce projet est de 173 252 764 000 francs CFA avec une contribution nationale de 42 61 364 000 francs CFA. Toujours dans l'actualité de ce jour, le vice-premier ministre belge Didier Reynders est au Bénin depuis ce jeudi soir pour une visite de travail. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée africaine qu'entreprend le chef de la diplomatie belge et qui a pour objectif d'œuvrer au renforcement des relations de coopération qui relient ou qui lient plutôt le Royaume de Belgique et ses partenaires africains dont le Bénin. Didier Reynders a été reçu en audience par le ministre d'État chargé du plan et du développement en présence du ministre de la Justice et de la Législation qui assure l'intérim du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Cette visite permettra aux deux parties de procéder à la signature de la Convention générale de coopération bilatérale qui fixe pour les 5 prochaines années les contours juridiques du partenariat entre le Bénin et le Royaume de Belgique dans des secteurs retenus en commun accord. Il se prononce ici à sa descente de l'avion.
Je dirais que ce qui me réjouit surtout, c'est de venir à peine 48 heures après l'arrivée de notre nouvel ambassadeur, puisqu'on a décidé de renforcer la présence diplomatique de la Belgique en installant une véritable ambassade qui va être responsable directement pour le Bénin, qui est d'ailleurs chargé aussi de la responsabilité pour le Togo. Donc c'est un signe, je crois, d'une volonté de renforcer encore la relation entre les deux pays. On continue à travailler beaucoup ensemble dans la région. Je pense à la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée ou façon dont on lutte contre Boko Haram. Et malheureusement, ces dernières années aussi, la façon dont on doit être ensemble dans tout le Sahel. J'étais très heureux qu'avec des forces béninoises, on puisse travailler dans la MINUSMA au Mali sous l'autorité d'un général belge. Direction Porto Novo où le Parlement béninois, à travers le vote d'une nouvelle loi, vient d'abroger la loi 2018-01 du 4 janvier 2018 qui retirait aux magistrats le droit de grève. Désormais, l'exercice de la grève est permis aux magistrats, mais sera encadré par une autre loi. Amen Didier Mpenudji et Romaric Devouchiche nous en parlent dans ce reportage. La commission des lois de l'administration et des droits de l'homme a présenté ainsi son rapport qui indique clairement que le droit de grève est un droit fondamental mais qui a besoin d'être encadré. La loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en retirant le droit de grève aux magistrats consacre l'extinction de ce droit fondamental caractérisé par ailleurs par des turbulences jurisprudentielles récurrentes au Bénin. La stabilisation des droits et libertés fondamentaux proclamés dans notre Constitution apparaît donc plus que jamais nécessaire et pourrait se traduire par un meilleur encadrement global du droit de grève au Bénin. La présente proposition de loi portant abrogation de la loi numéro 2018-01 votée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature en République du Bénin et visant la restauration du droit de grève aux magistrats s'inscrit dans cette perspective. La proposition comporte 2 articles. Les commissaires ont unanimement salué l'esprit de cette proposition de loi abrogatoire qui vise le rétablissement du droit de grève aux magistrats, surtout dans la perspective de l'encadrement global de l'exercice du droit de grève au Bénin. Les députés de la minorité parlementaire, tout comme ceux de la majorité, sont intervenus après la présentation de ce rapport pour apporter leur éclairage sur les tenants et aboutissants de cette loi qui vient restaurer aux magistrats le droit de grève qui leur avait été retiré en janvier 2018. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, au nom du gouvernement, se réjouit du fait que les débats précédents conduisent à l'adoption de cette loi qui restaure le droit de grève aux magistrats. Monsieur le Président, moi j'ai appris sur les bancs de l'université, dans la théorie de la succession des lois, que le législateur est toujours présumé cohérent avec lui-même. De telle sorte que lorsque 2 lois se succèdent, c'est que celle qui vient pour abroger une précédente est une bonne loi. Les arguments que j'ai entendus en faveur de l'abrogation de la loi inclinent, de mon point de vue, vers un vote favorable. C'est pour cela que le gouvernement s'associe à l'initiative parlementaire visant donc à l'abrogation de l'ancienne loi portant statut des magistrats en République du Bénin. C'est après toutes ces interventions que le vote lancé a consacré l'adoption de cette loi 2018-33. Procuration abstention 0. La loi numéro 2018-33 portant abrogation de la loi numéro 2018-01 adoptée le 4 janvier 2018 portant statut de la magistrature République du Bénin est adoptée à l'unanimité moins une abstention. Et donc, les magistrats béninois ne sont plus interdits de droit de grève en République du Bénin, mais ce droit sera encadré.
Le Bénin dispose désormais d'un nouveau code électoral qui suscite beaucoup de débats. L'augmentation des cautions aux élections législatives et présidentielles est l'un des sujets de discussion. Certains citoyens se sont prononcés à propos donc de ce nouveau code électoral. Suivez donc leur avis. La caution pour être président maintenant est à 250 millions. Pour la liste des membres et de l'Assemblée nationale, autrement dit pour les députés, c'est à 249 millions. Et certains estiment que c'est trop élevé. Moi, je pense que l'organisation des élections fait partie des dépenses de souveraineté d'une nation. Et normalement, pour organiser une élection, on ne devrait demander aucun appui, de quelque nature que ce soit appui financier ou appui matériel, à un partenaire technique financier. Et donc, normalement, si les gens pensent que, comment appelle-t-on, c'est vraiment une dépense de souveraineté, ils devaient contribuer normalement à ce que l'élection se passe dans de très bonnes conditions. Nous tous, nous savons combien il faut pour organiser une élection. Et pourquoi ceux qui veulent être candidats ne peuvent pas contribuer à l'organisation de cette élection en déboursant pour que tout se passe correctement. La Constitution a prévu les alliances de partis au cours des élections législatives. Le législateur n'est pas au-dessus de la Constitution. La pyramide des lois nous enseigne quoi? La Constitution est au-dessus du législateur. Le législateur, avant d'initier des lois, doit voir d'abord ce que la Constitution a prévu. Il ne doit pas faire sa volonté. La démocratie, nous avons copié ça des pays de grande démocratie. Lorsque nous prenons la France, c'est 0 € pour être candidat. Les États-Unis, c'est 0 $ pour être candidat. Mais vous êtes élu à 15 millions de francs CFA pour être président de la République. Vous voulez augmenter, vous allez jusqu'à 250 millions. Le Bénin devient tellement riche, je me demande. La loi a été votée, c'est voté par nos élus. Donc nos élus aussi, peut-être ils ont analysé, ils ont vu que bon, ça arrange le peuple. Donc moi je suis à leur avis. Moi je suis pour le vote. Et ça m'encourage. Le ministère de la Culture, pour favoriser l'éclosion des talents dans le domaine de la culture et plus précisément dans le Koufo, a initié des podiums du 29 août au 3 septembre 2018 dans les 6 communes du département du Koufo. Les 10 podiums ont connu leur épilogue. Jonas Bouchich nous fait ici le point à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Même la pluie qui s'était abattue ce lundi 3 septembre 2018 sur la ville d'Azové n'avait gâché en rien ce rendez-vous du public avec les artistes en herbe de la commune d'Aplahoué. On était à la dernière étape d'une série de 6 rendez-vous dans les 6 communes du Koufo pour révéler 102 artistes du département. Aujourd'hui, c'est le 6e jour pour les 6 rendez-vous que nous avons entamés depuis le 29 août 2018 à travers le podium au profit des artistes en herbe du département du Koufo. L'objectif, c'est de faire révéler à tout le Koufo, à tout le Bénin et au monde entier les talents que nous avons au niveau de notre département. Paris gagnait donc pour le directeur départemental du tourisme, de la culture et des sports du Koufo, Brian Djoko, qui s'est battu bec et ongle pour l'organisation de ces podiums dans toutes les communes du département. À chaque étape, les prestations donnaient raison aux initiateurs du projet. Nous avons relevé un grand défi en cherchant à promouvoir les talents cachés dans le département du Koufo. C'est une initiative du gouvernement de Patrice Talon, piloté par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Notre ambition,
c'est comment vous assister davantage, comment faire davantage éclore les talents, les merveilles en vous. Que ce soit à travers la musique moderne ou traditionnelle, la moisson confirme une fois encore tout le potentiel culturel du Bénin, dont la jeunesse constitue certainement le grand espoir. Note noire dans ce journal, les professionnels des médias et les acteurs du monde culturel béninois, parents et sympathisants, ont rendu ce jeudi un hommage mérité à la dépouille de Donatien Gbaguidi, précédemment journaliste culturel et chef desk culture du journal L'événement précis. C'était donc au siège du Festival international du théâtre du Bénin FITEB. Rappelons que Donatien Gbaguidi est décédé le 16 août dernier à l'âge de 84 ans. À l'âge de 34 ans. Bien sûr, il est mort à l'âge de 34 ans. Suivons ici un extrait des hommages à lui rendus. À notre confrère, pour vous dire également que Donatien a été un militant et il a combattu le bon combat parce qu'on l'a vu aux côtés des culturels, beaucoup d'acteurs viennent de le dire ce matin et dans cette profession, nous l'avons également vu très assidu à nos formations. Je pense que l'année dernière, on était encore dans la rédaction de l'événement précis pour une formation in situ. Nous l'avons vu très assidu et nous l'avons également vu souvent à travers sa plume très percutant pour les sujets qu'il aborde. Et ce matin, nous voudrons dire que la presse béninoise a perdu un élément de taille et nous voudrions bien lui rendre cet hommage avant qu'il définitivement s'éteille. Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est mon confident. C'est mon ami. En dehors de tout, Donatien et moi, nous ne sommes plus artistes et journalistes culturels. Nous sommes devenus parents, nous sommes devenus famille. Il m'appelle papa. Il a sa chambre de repos chez moi, à Godomé. S'il est fatigué, c'est là où il vient se reposer. Tout ce qui est dans le ventre de Donatien, je ne sais pas s'il a oublié de me dire quelque chose. Même sa maladie, il m'a annoncé ça. Et je suis à ses côtés matin et soir, par présence et par téléphone. Avant même qu'il ne meure, nous on a déjà pleuré, Donatien Bessi et sa tante, auprès de qui il était. On pleurait déjà, c'est-à-dire on voyait tout. Vraiment. Je n'ai plus rien à dire. Je demande aux collègues et tous ceux qui sont ici d'imiter un peu Donatien dans son comportement, celui-là qui ne veut pas avoir sur lui des choses sales. Ce n'est pas l'argent qui va salir Donatien, c'est son bon comportement. Ce qui a fait que Donatien et moi sommes devenus des amis, je ne peux pas le dire ici. Donatien, c'est un homme honnête. Que Dieu le garde à ses côtés. Que la terre lui soit légère et qu'il nous prépare une bonne place dans l'au-delà pour nous tous, parce qu'on va le rejoindre tôt ou tard. Paix et repos éternel à l'âme de Donatien Gbaguidi, décédé à l'âge de
34. Eh bien, voilà, à présent, football pour clôturer cette édition. Résurrection Foot Club est la première équipe qui se qualifie pour la finale de la 8e édition de la Ligue olympique interclub. C'était à l'issue d'une rencontre qui l'opposait à la jeunesse sportive d'Agonkame. Une rencontre qui s'est soldée par un score d'1-0. Nous vous proposons de suivre ici le compte rendu de ce match avec Carnot François Ngbadiento et Denis Maroya. La deuxième demi-finale de la Ligue olympique interclub de Loïc Gbenarou à Godomé sous les pylônes se jouait ce mercredi 5 septembre 2018 entre la jeunesse sportive d'Agonkame en rouge et Résurrection Football Club en blanc. Une fois encore, les férus du football ne se sont pas fait compter l'événement. Après les formalités d'usage, le coup d'envoi a été donné par l'arbitre. Chacune des deux équipes enchaîna des actions mettant en difficulté son adversaire. Mais le score reste nul et vierge jusqu'à la fin de la première partie. En seconde mi-temps, après environ 15 minutes de jeu, Résurrection Football Club ouvre le score par l'entremise de son numéro 10. La jeunesse sportive d'Agonkame a tenté de revenir dans le match, mais en vain. Le coup sifflet final de l'arbitre mettra fin à la rencontre. Ils ont été meilleurs sur le terrain aujourd'hui. Ils n'ont pas laissé faire. On a réussi à marquer le but. Bon, l'essentiel c'est de conserver le but. On a pu conserver. Bon, nous-mêmes, c'est la tâche qui nous attend. Parce que les deux équipes qui vont jouer la deuxième demi-finale, ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande équipe comme nous aussi. Donc on doit se préparer pour pouvoir les affronter. Résurrection Football Club s'offre ainsi son ticket pour la finale prévue pour le samedi 8 septembre en attendant son adversaire qui sera connu à l'issue du match qui opposera FIFA Club d'Agla et Star Club. Eh bien, vous l'avez compris, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. À bientôt sur Eden Télévision. Bonne suite de notre programme. Au revoir.